Très bien. Bon, bien, merci pour l'invitation, qui ne sera pas nécessairement une répétition de ce que le professeur Philippe Defeit a dit. Je pense qu'il y a beaucoup de points de divergence. Donc, je me présente rapidement. Je suis le professeur Jean Hendrix, professeur à l'EC Louvain, membre du Conseil académique des pensions et membre fondateur de l'Institut Itinera. Donc, je voudrais apporter une source d'inspiration pour sortir de l'impasse en matière de réforme de pension. D'accord ? Donc, mon expérience en tant que membre de la commission, c'est qu'on a échoué. Et on le reconnaît. La question, c'est « what next ?» Comment on fait pour sortir de cette impasse aujourd'hui ? Alors, pour ça, je pense que c'est bon de repartir rapidement sur une rétrospective, sur l'évolution des dépenses. Je pense qu'on a un problème financier majeur en matière de pension. Il n'est pas en 2060, il est maintenant. Il est maintenant. C'est le problème budgétaire qu'on connaît maintenant et qui va faire une pression importante sur nos dépenses publiques. Okay ? Une partie croissante de nos dépenses publiques sont détournées d'une certaine manière pour couvrir les dépenses de pension. Et il faut l'admettre. Et donc se poser la question, comment répondre à ce défi ? Donc je préférerais partir de cette citation d'Émile Durkheim que j'ai trouvée récemment et que j'ai trouvée finalement assez bonne à se remémorer. On a un grand discours d'idéal, hein, le retour de grands idéaux. Mais Émile Durkheim, qui est quand même un des pères fondateurs de la sociologie, nous disait dans son traité sur la division du travail que l'idéal ne repose sur rien, s'il ne tient pas par ses racines à la réalité. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est un retour à la réalité. Okay ? Quelle est la réalité aujourd'hui en matière de pension ? Je vais vous donner quelques chiffres, et rien que des chiffres qui sont de sources tout à fait fiables. Donc, ce sera ce qui concerne les 10 dernières années. Ensuite, on discutera rapidement du présent, la situation présente, mais vous verrez, on est dans une impasse. Et surtout, comment sortir de cette impasse. D'accord ? Alors, pour ce qui concerne la situation présente, ah, c'est bloqué. Bon. Sur la droite. Oui, je sais, mais normalement. Ah, mais voilà. De temps en temps, ça crache. Ah oui, c'est pas grave. En général. On va essayer de ne pas cracher, donc continuer à avancer sans les slides, il n'y a pas de souci. Ils reviendront, voilà. Donc, oui, voilà. Donc, c'est ce que j'appelle, on a longtemps parlé à une certaine époque de l'effet boule de neige. Sous Duhan, c'était en fait l'explosion des dépenses publiques liées au rendement d'intérêt. Bon, c'est plus du tout d'actualité aujourd'hui, puisque les taux d'intérêt sont négatifs presque. Mais on a malgré tout un double effet boule de neige. D'accord ? Et ce double effet boule de neige, il est en matière de pension illustré de la manière suivante. D'abord, on a un nombre croissant de personnes qui partent à la pension. Ça, c'est pour la génération 2017, c'est les départs à la pension. C'est un stade qui correspond à 120 000 places, et c'est le stade Michigan aux États-Unis. On n'a pas de stade comparable en Belgique. D'accord ? Donc, première chose, c'est un nombre considérable de personnes. D'accord ? Alors, des personnes à qui il faut verser une rente qui représente de l'ordre, si je calcule sur la moyenne, 2 milliards. D'accord ? De nouveaux pensionnés, 2 milliards de dépenses nouvelles de pension. Alors, le double effet boule de neige, il vient du fait d'une augmentation du nombre de pensionnés. Ça, c'est l'évolution des effectifs en base 100. En 2007 jusqu'en 2018, qu'est-ce que vous constatez ? Si je prends les fonctionnaires, on a 40%. Regardez bien, 40% de hausse des fonctionnaires qui sont à la pension. 40% en 10 ans. Donc on a quasiment un exode, si je puis dire, des fonctionnaires de la fonction publique qui partent à la pension. Pour les indépendants, je sais qu'il y a des représentants du monde indépendant ici, ça diminue. On a de moins en moins en fait, d'indépendants dans le système de pension, des indépendants en carrière pure. Pourquoi ? Parce qu'une partie croissante des indépendants ont des carrières mixtes. Donc on est dans un système, progressivement, où il y a une espèce de mixité dans le système de pension, où finalement, on passe à un certain moment de sa carrière dans un régime indépendant pour basculer dans un régime salarié ou dans un régime fonctionnaire. Donc ça, c'est l'évolution des effectifs, c'est considérable. C'est considérable. Donc le nombre de pensionnés augmente. Et je superpose à ça une augmentation
les augmentations. Donc ça nous fait... Et c'est là le deuxième effet boule de neige, une augmentation de la pension moyenne qui est versée. Et ça, on en parle très peu. C'est facile, comment on calcule la pension moyenne, on a la dépense totale de pension divisée par le nombre de personnes à la pension, et vous calculez la pension moyenne, et vous regardez comment elle évolue. Et donc la pension moyenne, elle évolue, mais de manière considérable. Regardez, 60% cette fois-ci, c'est les salariés qui mènent la danse, et là où ça augmente le moins, chez les fonctionnaires. Très intéressant, parce que ça veut dire d'office que si la pension moyenne des salariés augmente plus vite que la pension moyenne des fonctionnaires, on a une harmonisation. On a une convergence progressive qui est en route. Les écarts de pension moyenne vont diminuer. Elles augmentent 2 fois plus vite chez les salariés que chez les fonctionnaires. Donc, mais surtout, ça augmente partout. Donc, d'une part, vous avez plus de pensionnés. D'autre part, vous leur versez en moyenne une pension plus élevée. Et si je rajoute à ça le fait qu'ils restent plus longtemps à la pension, ça vous fait une espèce de cocktail explosif pour les finances publiques. Ça, c'est un fait. Fait numéro 1. Au final, 15 milliards approximativement en 10 ans. 15 milliards de dépenses supplémentaires par an. Rien que pour les pensions. Et parmi ces 15 milliards, 3/4, et ça on ne vous l'a jamais dit, 3/4 ne sont pas dus au vieillissement, à l'accroissement du nombre de pensionnés, 3/4 sont dus à la revalorisation des pensions, à la hausse de la pension moyenne. À un moment même où le nombre de pensionnés augmente. Ça, c'est la situation qu'on vit aujourd'hui, et ça, c'est le problème numéro 1 des finances publiques belges. Deuxième constat majeur, pour l'équilibre de la sécurité sociale, c'est que les dépenses de pension augmentent 2 fois plus vite depuis 2003 que les recettes de cotisation, toutes cotisations confondues. Et ça, c'est une dynamique, et qui va en se creusant. Et rien n'a été fait pour maîtriser cette dynamique, ou au moins pour discuter comment on va combler les trous progressifs qui vont se former dans notre sécurité sociale. Et les cotisations, soyons clairs, elles évoluent exactement au même rythme que le PIB. Donc on n'a pas une érosion des cotisations par rapport à la croissance du PIB, elles évoluent exactement au même rythme que le PIB. Ça va ? Donc ici, ce qui se passe réellement, c'est qu'il y a un dérapage du côté des dépenses de pension. Alors, pour la situation actuelle, eh bien, on est bloqué. On est dans une impasse. D'accord ? Et ma lecture de l'impasse, elle est assez simple. C'est que d'un côté, on a une nécessité de réformer le système parce qu'on a un problème de financement, mais que de l'autre côté, on ne peut pas mener une réforme politiquement sans qu'elle ne soit bénéfique à tous. Et donc, d'office, il y aura au minimum des perdants. Et le politique ne veut pas l'admettre. Et moi, ce que je voudrais, pour sortir de l'impasse, c'est qu'on considère quelque part que la réforme des pensions, ce n'est pas un jeu à somme nulle, d'accord ? C'est un investissement sur l'avenir. Et tout investissement sur l'avenir, c'est sauver notre contrat social. Tout investissement sur l'avenir, comme en matière climatique ou en matière sociale ici, il s'agit du régime des pensions, du régime public des pensions, signifie un coût à court terme pour un gain à long terme. Ça, c'est la définition même d'un investissement. Et donc, il faut arrêter de dire qu'on va faire des réformes où tout le monde gagne. Parce que ça n'est pas possible. C'est nier le problème de financement qu'on a au départ. Alors, ce qu'on va faire ici, dans les mois qui viennent, on le voit venir. On va promettre des nouvelles promesses, de pensions plus généreuses, en relevant les minima, en augmentant les taux de remplacement, sans savoir comment on va les financer. Et ça, c'est propre aux politiques de faire ce genre de promesses-là. Tout l'enjeu ici, c'est est-ce que les gens croient encore à ces promesses? Et si je dois me baser sur les enquêtes européennes, ce qu'on appelle Risk That Matters, c'est très clair, les gens n'y croient plus. 60%
des citoyens des différents pays membres de l'Europe ne croient plus qu'ils recevront une pension correcte. Donc, la priorité des priorités maintenant, c'est de ne plus rajouter, si vous voulez, des promesses sur les promesses que les gens ne croient plus, c'est de retrouver la confiance au sein des citoyens, en mettant en place un système de pension qui restaure la confiance. D'accord ? Alors, comment on peut restaurer la confiance dans un système ? En garantissant d'une certaine manière les droits de pension. D'accord ? Alors, on peut le faire comme le professeur de Feit le suggère, en ayant un socle commun. Je n'ai pas de souci avec ça, qu'on peut compléter sur base des parts contributives. D'accord. On doit encore discuter du financement, où on met le niveau du socle commun, et qu'est-ce qu'on entend exactement par la liaison avec les contributions. D'accord ? Mais dans tous les cas, il faut se faire une certaine image de ce que sera le futur. D'accord ? Alors, si je veux m'appuyer sur les simulations du Bureau fédéral du plan, voilà ce que le futur nous donne. Alors, on peut discuter ces simulations. Toujours est-il que ce sont celles qui sont reprises par les différents gouvernements des pays européens pour calculer les coûts du vieillissement. Donc, moi, je reprends ces simulations officielles. Et je constate que la population de plus de 67 ans par rapport à la population en âge de travailler, on s'attend à une hausse considérable, de plus de 50% de ce ratio. De plus de la moitié de gens qui sont en âge de recevoir une pension par rapport aux gens qui sont en âge de travailler. Et le Bureau fédéral du plan nous dit, oui, mais on va pouvoir amortir ce choc démographique en augmentant les taux d'emploi. Et c'est ce que vous trouvez dans le graphique en bleu. Vous voyez que la hausse est moins marquée. Pourquoi ? Parce que là, au dénominateur, vous avez l'emploi, le taux d'emploi qui est supposé augmenter. Et il va augmenter, croyez-le ou non, ça ce sont les projections sur lesquelles on calcule les coûts du vieillissement, dont le professeur de Feit a fait mention. 1,5% de dépenses de pension supplémentaires dans le PIB à l'horizon 2060, c'est basé sur ça. Mais ça implique une croissance du taux d'emploi de 30%. 30%, hein. C'est pas ce que nos gouvernements nous ont promis de 5 points de base, hein. C'est 30% d'augmentation. Et d'où vient cette augmentation ? Elle vient surtout des femmes. Parce que finalement, chez les hommes, on a déjà des taux d'emploi, sur les catégories d'âge intermédiaires, on a déjà des taux d'emploi qui sont à des maxima. Donc, d'où viennent les variables, si vous voulez, que vous pouvez encore ajuster ? C'est chez les femmes, augmenter le taux d'emploi des femmes. Voilà ce qu'il y a là derrière. Et augmenter le taux d'emploi chez les jeunes et surtout chez les seniors. Et donc ça, c'est toute la question de savoir comment on va le faire. Et ça, c'est un vrai débat, dans lequel les politiciens ne s'engagent pas. C'est un vrai débat, concrètement, comment on va faire pour maintenir à l'emploi plus longtemps les travailleurs de plus de 55 ans. Sachant qu'aujourd'hui, entre 55 et 65 ans, on a juste une petite majorité de gens qui restent en activité. Alors, j'aurais dû changer le titre parce que Kipé, c'est pas bon. Quelle vision ? Comment on peut rassurer maintenant ? Comment on peut rassurer sur ce système de pension ? Et est-ce qu'on va pouvoir payer tout ça ? La réponse est oui, on peut rassurer. Et deuxièmement, on peut le financer. Mais il faut le faire de manière précoce et de manière progressive. Au plus vous commencez tôt, il n'est pas encore trop tard, et en le faisant de manière progressive, pas de manière abrupte, en disant on déplace l'âge de la pension à 67 ans en 2030, non, en faisant les choses de manière progressive. Vous pouvez y arriver, on peut y arriver. Alors comment faire ça ? Première chose, vous pouvez lui dire, on va augmenter les cotisations chez les actifs. On peut augmenter les taux de cotisation, a priori. En supposant que ça n'ait pas d'effet négatif sur l'emploi, à gauche, vous avez le scénario du Bureau fédéral du plan, et vous voyez que la politique a inchangé, c'est-à-dire que les taux de pension, les taux de remplacement sont maintenus constants, vous devez augmenter les taux de cotisation, politique a changé, à l'horizon 2070, mais on peut déjà regarder à l'horizon 2040, de 20%. C'est énorme, hein ? 20% d'augmentation de taux de cotisation. Le tableau de droite, c'est si je prends un scénario pessimiste en matière d'emploi. Et c'est vrai qu'on ne sait pas ce qui nous attend en matière d'emploi. Si on n'arrive pas à redresser les taux d'emploi de 30%, comme le Bureau du plan nous le dit, plan B,
les taux d'emploi restent constants. Alors, dans ce cas-là, les taux de cotisation doivent augmenter de 40%. Ça, je ne vois pas comment on va pouvoir faire ça. D'accord ? Donc, l'autre possibilité, donc la courbe en noir, vous pouvez l'ignorer ici, c'est quoi ? C'est l'idée que si on partage, on répartit la charge sur les actifs et sur les pensionnés, en ayant une politique combinée d'augmentation des cotisations et d'ajustement des taux de remplacement, on peut partager le fardeau et réduire l'effort sur les actifs, regardez la courbe en noir, d'un tiers. Ça, c'est le message principal que la Commission de réforme des pensions avait donné et dont on n'a jamais discuté sur la place publique. Un des messages centraux, c'est de dire le coût est tel qu'il faut que tout le monde, et c'est ça la solidarité, que tout le monde contribue. On ne peut pas confiner tout l'effort sur un seul groupe. Si vous ajustez les pensions, ben là vous voyez que c'est aussi dramatique et politiquement intenable, puisque un scénario à gauche du Bureau fédéral du plan, la courbe en gris clair, les cotisations sont fixes, on ne touche pas aux cotisations, pas de nouvelles taxes si vous voulez. Et là, ce sont les taux de remplacement, c'est-à-dire votre pension par rapport au dernier salaire, ce sont les taux de remplacement qui chutent de 20%. Et à droite, si l'emploi ne progresse pas, comme le Bureau du plan le recommande, ben le pense, 30% de baisse du taux de remplacement. 30%. Ça, c'est ce qui est requis pour équilibrer les comptes de la sécurité sociale. Ça va ? Alors, ça paraît énorme. Et ce que je vous propose, sur les une minute, il nous reste une minute, c'est de vous proposer une alternative à la pension à points, qui semble faire peur. Et comme le but est de rassurer les gens, il existe une alternative à ça. Et ça s'appelle le compte individuel pension. Et ce compte individuel pension, c'est de la répartition. C'est une pension légale. Ce n'est pas de la capitalisation. On reste dans le système actuel. Au jour d'aujourd'hui, les gens ont acquis des droits de pension, vous les gelez dans leur compte, en euros, dans leur compte individuel de pension. Ça va ? Et ensuite, qu'est-ce que vous faites ? La pension l'année T est égale à la pension de l'année précédente revalorisée, selon un coefficient d'indexation à décider, auquel s'ajoutent des nouveaux droits constitués sur base de l'activité professionnelle de l'année T. Et au prorata de ce qu'on appelle un taux d'acquisition. Ça va ? Le taux d'acquisition, c'est très facile. Si le taux de remplacement cible est de 60%, la durée requise de carrière est de 45 ans, le taux d'acquisition, c'est 60/45e. Et vous êtes autour de 1,3, 1,4. Ça va ? Donc, regardez bien, ce qui est assez élégant dans ce compte individuel pension, c'est qu'on sépare, dans le premier terme, les anciens droits. Basés sur votre historique de carrière, vous avez accumulé des droits de pension que l'on va décider de revaloriser. Et les nouveaux droits, c'est le terme de droite, qui sont pour la suite de votre carrière. Donc, en termes de transition, vous avez tout de suite compris qu'on peut organiser une transition au temps T. On fige les droits passés. Tout ce qui restera pour l'avenir, c'est de décider de combien on les revalorise. D'accord ? Et les nouveaux droits évoluent en fonction du taux d'acquisition. D'accord ? Si on augmente les durées de carrière requises, on baisse les taux de cotisation. Je l'ai dit, taux de cotisation pour un même taux de remplacement de 60% divisé par 45 ans, année de carrière requise, vous divisez par 46, 47, vous baissez le taux d'acquisition. Ça va ? Et donc ici, l'idée est de rassurer les gens parce qu'ils ont des comptes non plus en points, mais en euros. D'accord ? Et c'est une rente mensuelle qui est indiquée dans votre compte. Et c'est nominatif. Ça va ? Vous partez à l'étranger, vous revenez, vous retrouvez votre argent sur votre compte. Et d'une certaine manière, ça ressemble un petit peu à votre compte épargne pension, sauf que ce n'est pas un capital qu'il y a dedans, c'est une rente. Et le coefficient de revalorisation, c'est quoi ? C'est l'espèce de rendement garanti sur vos droits passés. Un rendement garanti. Alors, on a fait des simulations pour essayer de voir un peu ce que tout cela donne, puisque vous comprenez qu'on peut faire varier les paramètres. On peut, pour financer le système, on peut faire en sorte qu'on indexe un peu moins généreusement, vous avez compris ? Si j'indexe moins généreusement, qu'est-ce que ça veut dire ? Je fais contribuer tout le monde.
tant ceux qui sont déjà à la pension que ceux qui sont actifs. Si je ne fais jouer que le taux d'acquisition, c'est-à-dire qu'une année de salaire vous rapporte moins en termes de droits de pension, à la limite un taux d'acquisition nul pendant quelques années, ça veut dire que vous contribuez sans recevoir de droits de pension supplémentaires. Ça va ? Là, je ne touche que les actifs. Et donc les simulations nous donnent la chose suivante, c'est que réduire l'indexation, ça permet de financer le système, mais ça crée une inégalité de pension entre les jeunes pensionnés et les vieux pensionnés. Qui est pénalisé par ça? Ben vous l'avez ici, vous avez le graphique, voilà. Ah non, je ne l'ai pas repris. Donc en gros, les plus de 80 ans vont être pénalisés parce qu'ils ont des anciens salaires qui sont complètement dépréciés. Et leur pension est basée sur des salaires trop lointains. Et comme on a une indexation partielle, ils y perdent par rapport aux nouveaux retraités. Donc, l'inconvénient d'une désindexation partielle des pensions, c'est de pénaliser les plus âgés, et comme le professeur de Feuille mentionnait, c'est aussi ceux qui ont des besoins. C'est peut-être plus important. Ça va ? Donc, ça signifie qu'il faut aussi jouer sur le taux d'acquisition. Ça va ? Et en gros, je n'ai pas le temps d'aller dans le détail, mais il existe un équilibre possible entre les deux. L'avantage de l'indexation, c'est que vous pouvez équilibrer instantanément les comptes de la sécurité sociale et des pensions, instantanément, en calculant le taux d'indexation qui va permettre d'équilibrer les comptes, d'une manière dynamique, en commençant très tôt. L'inconvénient, ça crée une inégalité de pension, ce qu'on appelle le pension gap. Donc, en termes de budget, c'est très bon, l'indexation, c'est mauvais en termes d'inégalité de pension. Le taux d'acquisition, ça réduit l'inégalité de pension. Pourquoi? Il touche plutôt les jeunes pensionnés que les pensionnés qui sont déjà partis depuis longtemps, puisque ceux qui sont partis ne sont plus affectés par un ajustement du taux d'acquisition. Vous comprenez? Ça ne concerne que ceux qui sont encore en activité et pendant la durée d'activité qu'il leur reste. Donc changer le taux d'acquisition ne touche que très peu ceux qui sont à l'approche de la pension. Ça va? Et donc en combinant les deux, vous pouvez en fait, et c'est la bonne nouvelle je trouve, arriver à quelque chose comme ceci. La pension, de manière nominale, continue à augmenter. En nominal, la pension moyenne continue à augmenter. Mais le taux de remplacement baisse légèrement. Et ça, c'est selon les hypothèses du Bureau fédéral du plan. Et baisse à l'horizon, par exemple, 2035, parce que moi, au-delà de 2035, je n'ose plus trop faire des projections. Mais à l'horizon 2035, ben vous avez une baisse du taux de remplacement de 15%, mais la pension moyenne augmente de 15%. Et la raison, c'est simplement que derrière, le salaire et l'inflation viennent augmenter cette pension moyenne. D'accord? Donc, yes, we can, c'est faisable. Mais il est urgent de s'y mettre et de se mettre d'accord sur un système qui rassure les gens, donc répondre à cette crainte aujourd'hui des gens en matière de système de pension, et deux, mettre en place des mécanismes transparents, clairs, qui ne soient pas manipulables politiquement. Ça me semble être l'enjeu numéro 1. Voilà. Merci de votre attention.